très bien. Bah, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et en particulier Ophélie Ricci de nous avoir laissé l'opportunité de présenter ce groupe qui est particulier, celui des mollusques, hein, où on trouve effectivement les vertigos. Et puis en plus, c'est bien, on a bien mangé ce midi, ça c'était chouette, j'étais très content. Voilà, non mais j'arrête mes bêtises. Alors plus sérieusement, donc la première partie dont je vais me charger, ça concernera les généralités sur le groupe des mollusques, et puis les résultats d'une étude qui a été menée dans la vallée de l'Essonne, la haute vallée de l'Essonne, qu'on a pu mener d'ailleurs avec Benoît Vincent, qui se chargera lui de la seconde partie, avec notamment les aspects culturels et écologiques des mollusques. Voilà, donc c'est parti. Alors, on a été un peu taquin, je reviens sur la couverture, on a été un peu taquin sur la présentation, puisque on a présenté ça avec une balance, avec le petit vertigo, Moulassiana, on y reviendra sur le côté gauche, qui pèse beaucoup dans la balance. En fait, c'est notre côté un peu poil à gratter, un peu contre-courant, parce qu'on se dit que les invertébrés globalement pèsent peu dans la balance et devraient peser davantage. Contrairement aux vertébrés, et notamment le panda par exemple, mais j'en ai mis d'autres aussi, hein, plus de par chez nous, qui pèsent vraiment beaucoup dans la balance de la conservation, de la prise en compte en termes de gestion. Voilà, donc on a été un petit peu taquin et on va essayer de vous présenter, vous convaincre de l'intérêt de prendre en compte aussi d'autres groupes tels que les mollusques, d'autres invertébrés en tout cas de façon générale. Alors pour ce qui est des mollusques, donc déjà de quoi parle-t-on? J'arrive à passer sur la diapo 2. Normalement, ça devait... Et voilà, la diapo 2. Donc, déjà, les mollusques continentaux. De quoi parle-t-on? Bah, en fait, ce sont les gastéropodes, les bivalves, principalement. Alors, tout ce qui est céphalopodes, ainsi de suite, marins, parce que les marins sont exclus des mollusques continentaux. C'est pratique pour nous, qui vivons en Île-de-France, ou en tout cas plus au sud pour certains, dont moi, et donc sommes bien loin de la mer. Voilà, donc on ne parle que des terrestres, bien sûr, et des dulces aquicoles, des mollusques aquatiques. Et parmi ces mollusques continentaux, on a un certain nombre d'espèces, bien sûr, en France métropolitaine. Alors les chiffres sont à titre indicatif, puisque la taxonomie est quelque peu mouvante, en particulier chez les mollusques. Et puis des nouvelles espèces ont été introduites aussi. Donc bon. Et pour vous donner un ordre d'idée, à l'échelle nationale, au niveau de la France métropolitaine, nous avons à peu près de l'ordre de 750, un petit 750 espèces considérées comme étant indigènes. J'attire votre attention sur le taux d'endémisme, particulièrement élevé, donc au total de 43%, en tout cas de cet ordre-là, et en particulier chez les aquatiques. En fait, ce sont surtout des gastéropodes aquatiques, dulces aquicoles, donc d'eau douce, qui représentent cette endémicité. Donc il y a des enjeux de conservation très forts derrière ces groupes. Alors on est plus dans le sud de la France, quoique il y en a aussi quelques-uns dans le nord de la France. Et puis aussi, il y a une proportion non négligeable d'espèces introduites et qui progressent, bien sûr, et voilà, et donc cryptogènes pour lesquels on a aussi un doute en termes d'indigénat. C'est le cas par exemple de l'escargot de Bourgogne et du petit gris que nous connaissons bien. Alors un autre aspect aussi qui est intéressant derrière les gastéropodes, les mollusques en tout cas. Alors je vais prendre l'exemple de l'Auvergne, je suis désolé, c'est là où j'habite, c'est un petit côté chauvin peut-être, mais en tout cas j'avais les données, c'était beaucoup plus simple plutôt que de refaire tous les calculs. Mais ce raisonnement est valable aussi pour l'Île-de-France, soyez rassurés. Et en fait, c'est que au niveau de la taille des espèces, à peu près la moitié des espèces est millimétrique. Alors ce qu'on entend par millimétrique, c'est moins de 5 mm, alors de long, de large, comme on veut, ou de diamètre. Hein. Et alors je vous ai mis un exemple en taille réelle, voilà, vous pouvez voir, c'est tout petit. Bon, bien sûr, c'est de l'humour, hein, bien évidemment, mais voilà, certains font 1 mm, voire un peu moins d'ailleurs. Et puis on a les centimétriques qui représentent aussi l'autre moitié. Donc tout ça pour dire que quand on s'intéresse aux mollusques et qu'on dit à quelqu'un, tiens, tu voudrais pas me rapporter des coquilles? En général, on a droit au centimétrique, ce qui est une petite face de la problématique, en tout cas, du panel d'espèces qu'on peut voir. Donc, si vous vous intéressez à la problématique, en tout cas à ce groupe qui est passionnant, bien sûr, je vous invite à regarder les millimétriques aussi, c'est tout un monde à part entière et qui est très très intéressant et très fascinant. Autre aspect aussi qui est très intéressant, c'est que effectivement, globalement, on a peu d'adeptes au niveau de la malacologie. Les choses sont grandissantes, Benoît vous en parlera plus longuement tout à l'heure, mais pourtant il y a des enjeux de conservation qui sont non négligeables derrière. Alors j'ai refait le tour des popotes, j'ai regardé la liste des espèces menacées en Europe, donc suivant les critères de l'UICN, et en intégrant donc les critères critiques, en danger et vulnérables. Et là on se rend compte que les mollusques gastéropodes terrestres
sont dans le top 5, donc dans les 5 groupes les plus menacés. Avec quand même, pour les mollusques du sacricole, près de 60% d'espèces menacées, ce qui n'est pas une paille, quand même. Et voilà, donc c'est quand même conséquent. Alors que, si on prend le cas des oiseaux, finalement, les oiseaux, donc si on calcule, on est bon dixième. Bon, je dis pas que les oiseaux, faut pas s'y intéresser, hein, bien au contraire, j'ai commencé par ça d'ailleurs, je l'avoue, je le confesse. Mais bon, voilà, il y a des groupes qui attirent moins, et pourtant il y a des réels enjeux de conservation. Donc depuis la lecture de ces résultats, en fait, je milite pour la création de la LPM, la Ligue de protection des mollusques. Voilà, donc si vous voulez vous rallier à moi, je suis preneur. Voilà. Bon, allez, on va être un peu plus sérieux quand même, puisque on a effectué un suivi très intéressant. Et donc d'ailleurs, je remercie le PNR du Gâtinais qui nous a permis de mener à bien ce suivi. Donc c'est un suivi qui s'est étalé depuis 2013 jusqu'à 2020. Donc 2020, c'est la dernière année. Alors les résultats sont pas encore connus. Il reste encore du travail à faire, mais ils vont venir. Alors le premier état des lieux a été fait en 2012. Et là, donc on est sur un site Natura 2000, et là en fait on s'est rendu compte que la surface concernée par occupée par les espèces concernées, donc le vertigo de Desmoulins, le vertigo moulinsiana, le vertigo étroit, vertigo angustior, mais les surfaces concernées surtout par la première espèce étaient vraiment conséquentes. Ce sont des roselières assez importantes, et d'ailleurs ce sont des roselières intéressantes à plus d'un titre. Les plus ornithos d'entre vous, je vous invite à y faire un petit saut au printemps, pour y rechercher peut-être les marouettes, ça peut valoir le coup, je pense. Bon, mais si on en revient aux mollusques, donc ce sont des secteurs qui sont très intéressants par les surfaces et les effectifs. Et en 2012, il ressortait un enjeu quand même conséquent, puisque l'enjeu de ce secteur était vraisemblablement supra-régional, hein, vu les effectifs. Et puis, on avait la présence aussi de vertigo angustior des individus vivants. Donc, ce qui était particulièrement remarquable, à l'époque, c'était la seule station connue en Ile-de-France. Depuis, d'autres stations ont été rajoutées d'ailleurs par Vincent Van de Bord du PNR, mais toujours dans le même secteur. Donc, ce qui est remarquable, puisque cette espèce, hélas, on ne la trouve bien souvent que sous forme de coquilles vides et assez anciennes. Alors, concrètement, les espèces concernées. Nous avons le vertigo de Desmoulins, vertigo moulinsiana à gauche, quand même, 2,7 mm de long maximum, quand même. Donc il y a une certaine propension à monter sur la végétation. Donc voilà, on le trouve plus ou moins facilement, mais on peut le voir sur la végétation. Et puis nous avons vertigo angustior, donc j'attire votre attention sur le fait que l'ouverture est orientée à gauche, on appelle ça une espèce sénestre, et donc vertigo angustior qui lui fait maximum 1,8 mm de long. Donc il faut avoir les yeux bien affûtés quand même pour pouvoir le trouver, comme on peut le voir là sur le doigt d'un certain Olivier Hénard, que je remercie. Et donc là, effectivement, il faut avoir vraiment l'œil bien affûté, mais en fait, il y a des astuces, rassurez-vous. Même si on a des petits problèmes de vue, on y arrive quand même, soyez rassurés. Voilà, donc pour ce qui est des espèces. Et vertigo angustior est plus rare que vertigo moulinsiana, mais vertigo moulinsiana est quand même présent dans quelques endroits en Ile-de-France, notamment et principalement dans les vallées alluviales. Alors la zone d'étude concernée, donc c'est la Haute-Vallée de l'Essonne, ok. Donc on se trouve à proximité de la limite sud de la région. On est à la limite entre l'Essonne et puis la Seine-et-Marne, et Malesherbes, donc qui doit se trouver côté Loiret. Et voilà. Alors on a quelques zones qui ont été étudiées plus principalement, zones qui sont alors à la fois surfaciques, des roselières, et parfois linéaires, des sentiers, des layons de chasse, des bordures de rivières. Voilà, on va s'attarder en particulier sur une station. Celle-ci, hein, le pré du Buisson, qui se trouve sur la commune de Buneau-Bonnevaux, si ma mémoire est bonne. Et la méthode de prospection a été la suivante. On a fait un quadrillage avec une distance définie entre chaque point, et les prospections ont été menées fin juillet à début septembre, qui est une période plutôt optimale pour pouvoir chercher les individus qui montent sur la végétation, en particulier donc le vertigo de Desmoulins, vertigo moulinsiana. Donc on a suivi ce quadrillage, et sur chacun des points, on a effectué deux types de prélèvements. Le battage de la végétation, donc sur un carré de 25 sur 25, avec une caisse adaptée et des tiges métalliques qui permettent vraiment d'échantillonner la végétation de 25 cm sur 25 cm. On bat la végétation à l'intérieur de ce bac, et ensuite on compte les individus, et là en particulier les adultes. Et voilà, donc on fait ça 3 fois par point d'échantillonnage, et puis en plus, on fait un échantillonnage de litière. Alors bien sûr, c'est pas la litière du chat, on est bien d'accord,
dégueulasse d'ailleurs. Non, non, il s'agit de la litière, les végétaux en décomposition. Donc là, un échantillon de litière de 10 cm sur 10. En fait, la première méthode, c'est pour Vertigo monaciana qui, lui, monte sur la végétation, comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure, et pour Vertigo angustior, lui, qui reste principalement au niveau de la litière. Donc, à chercher comme ça, visuellement, c'est pas toujours simple. Donc, on prend un échantillon de litière, on le fait sécher, on tamise et on voit ce qu'il en est. Voilà. Donc, l'échantillonnage a commencé en 2013. Alors, souvenez-vous, en 2016, il y a eu un événement assez important quand même, c'est la crue printanière en juin 2016, avec un pic d'ordre cinquantennal qui s'est étalé donc de début juin, là, du 3 juin au 9 juin, grosso modo, suivant le secteur où on se trouvait sur le long de l'Essonne. Et puis bon, ça fut un peu délicat pour certains habitants, puisqu'ils se sont retrouvés les pieds dans l'eau, et notamment au niveau des stations ou juste à proximité. Donc là, effectivement, c'était un événement assez particulier quand même, on va le voir par la suite. Alors donc, les résultats. Pour Vertigo angustior, eh ben, ce sont des points en rouge qui ont été vus en 2013. Alors vous allez me dire, oh là, il n'y en a pas beaucoup. Et effectivement, il n'y en a pas beaucoup. On est à 4 points positifs en 2013, ce qui n'est pas énorme. Ils sont situés au niveau du sud. Et donc là, la situation, enfin au niveau du sud de la station, hein, donc là, la situation était, bon, bah, c'est dit, pourvu que ça tienne, quoi. C'est quand même très intéressant d'avoir des individus vivants, seule station connue à l'époque, donc quand même, quoi. J'ai dit, bon, bah, cool, c'est bien, elle est présente, on est content. Mais il y a eu la crue. Et puis après, il n'y a plus rien. Mais alors plus rien du tout, sauf que en 2019, eh bien, des individus sont apparus, ont été repérés, un peu plus au nord-ouest. Mais alors pas du tout dans le même secteur. Donc ce qui est assez particulier quand même. Alors, à partir de ces données-là, et puis d'autres dans le secteur, puisque en fait il y a eu quelques individus vivants retrouvés aussi un petit peu par ailleurs, comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure, eh bien, on arrive à apprécier quand même les exigences de l'espèce. Alors, c'est le cas de l'humidité, qui peut être repérée par des façons purement empiriques, un sol sec ou un site où quand on met le pied, on a de l'eau qui apparaît sous pression, par exemple, et puis au maximum un site sous l'eau. Donc on a différents degrés d'hygrométrie, d'humidité du sol, et comme ça permet d'apprécier les exigences de l'espèce. Et là, on se rend compte que l'humidité durant l'été reflète à hauteur de 10% la présence ou l'absence d'ailleurs de Vertigo angustior, le vertigo étroit. Plus l'humidité est élevée, plus l'espèce est présente. Donc là, ça a été un problème du coup pour cette espèce, puisque là, elle fut peut-être un peu trop importante, et surtout au printemps, ce qui n'était pas exactement la même chose que l'été. On va y revenir. Après, pour ce qui est de Vertigo monaciana, alors, il faut attirer quand même l'attention sur une petite chose en premier lieu. C'est qu'on peut utiliser le niveau d'eau en termes de niveau topographique. Pas besoin de bulle à niveau, pour le coup, juste le niveau d'eau. Et on se rend compte que, en regardant ce niveau d'eau, en fait tout le sud est bien pourvu en eau, en tout cas en 2013. Et puis on a le centre-nord aussi. Mais par contre complètement au nord, c'est pas le cas, au nord-ouest et au nord-est, c'est pas le cas. C'est des milieux plutôt secs, en tout cas davantage secs. Voilà, malgré le fait que ça soit une roselière. Voilà, donc ok, on a ça. Et alors, gardons ça à l'esprit. Et au Monaciana, entre 2013 et 2017. Donc, avant et après cette inondation. On se rend compte en 2013 que finalement, les endroits où Vertigo monaciana est le plus présent, c'est au niveau du centre et puis au niveau du centre-sud, hein, donc au niveau du graphique à gauche. Et puis en 2017, le graphique à droite, la carte à droite, en fait là, c'est pas le même secteur, hein, c'est carrément le nord, le nord-est et le nord-ouest, une espèce d'arc de cercle en fait qui part de l'ouest vers l'est en passant par le nord. Et donc là, on se dit, il y a peut-être quelque chose en termes de topographie là. Alors, j'ai approfondi un petit peu les choses. Et là, on voit qui s'affiche, enfin, c'est que on peut s'amuser à faire un petit calcul bête et méchant en fonction des effectifs qu'on peut avoir en 2013 et puis des effectifs qu'on peut avoir en 2007, puis on trace une droite entre les deux. Elle peut être à la baisse, vers le bas, orientée vers le bas, elle peut être orientée vers le haut. Elle est orientée vers le bas, effectivement, pour toutes les stations situées au centre et au centre-sud de la zone, avec un coefficient directeur d'ailleurs qui peut être quand même très important. Et puis la droite est orientée vers la hausse, hein, vers le haut, pour les stations situées au nord pour les points d'échantillonnage situés au nord de la station. Donc du coup, ça renforce un petit peu l'idée que effectivement le niveau topographique joue. Et bien en fait, on peut enfoncer le clou, et on va le faire, par la variation du coefficient directeur de la variation d'effectifs.
Ça va, vous me suivez? Bon. En fait, le coefficient directeur, il peut être plus important ou moins important, suivant l'humidité. Et effectivement, le coefficient directeur est à la baisse quand l'humidité était importante en 2013. Et le coefficient directeur est à la hausse quand l'humidité était faible en 2013. Ce qui révèle en fait que les niveaux les plus bas se sont retrouvés noyés durant le printemps 2016. Et en fait, l'histoire, c'est que vraisemblablement, les Vertigo angusture et Vertigo moulinsiana, qui se reproduisent principalement au printemps, là, ils se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau, si l'on peut dire. Et bien, ils n'ont pas pu se reproduire parce que le site était sous l'eau. La litière, dans le milieu dans lequel, le milieu précis, le microhabitat, dans lequel les vertigos vont se reproduire, n'était plus accessible. Et donc là, ça a été difficile, les individus, la reproduction a pêché, si on peut faire un mauvais jeu de mots, et donc ça n'a pas pu être faisable. Par contre, les populations, les individus qui se trouvaient plutôt en zone périphérique, en zone où c'était un petit peu moins inondé, mais ils ont quand même pu se reproduire, et en fait, ils ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc alors, ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que les mollusques révèlent un réel intérêt, et les vertigos en particulier, dans la compréhension du fonctionnement des écosystèmes comme indicateur de gestion, indicateur de niveau d'eau et indicateur de façon générale en matière écologie scientifique bien sûr. Autre chose aussi, c'est que la dessiccation estivale est probablement trop importante pour le Vertigo angusture. Donc il semblerait que cela pose de réels problèmes, mais les années le diront, mais il est bien fort probable que ça soit un peu un problème quand même de ce côté-là. Cette dessiccation, elle est liée forcément au manque de précipitations au niveau de l'été, et puis à une augmentation de la température, qui fait que on a une plus grande évapotranspiration. Ensuite, on a un effet néfaste des crues printanières pour Vertigo moulinsiana et probablement aussi Vertigo angusture, tel que j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure. Et tout à l'heure, à la présentation de collègues botanistes précédents, je me suis dit effectivement, si les printemps sont effectivement plus humides, tel que la tendance l'indique, il est possible que ce soit un petit peu plus compliqué pour une certaine frange des populations, un certain nombre d'individus qui se trouvent dans les secteurs les plus bas. Et ce, même si pendant l'été c'est sec. Voilà, donc ça risque d'être problématique pour ces individus se trouvant sur ces secteurs. Cette étude souligne aussi l'intérêt du micro-relief, notamment pour Vertigo angusture et Vertigo moulinsiana, puisque effectivement, on a vu certains individus ont pu tirer leur épingle du jeu et d'autres pas. Et puis après, plus globalement, en fait, il y a une plus grande sensibilité probablement du fait d'aménagement hydrique. Je m'explique, en fait, la station qu'on a pu voir se trouve au bord de l'Essonne. Et l'Essonne a connu un curage dans les années 80, semble-t-il, d'après les témoignages des riverains, début des années 80 dans ces eaux-là. Et donc c'était une grue, une pelleteuse, tout bonnement, au bord de la rivière. Le produit du curage a été laissé au bord de la rivière, créant donc du coup un talus, involontairement ou plus ou moins d'ailleurs, une petite digue en quelque sorte, ce qui fait que l'eau peine à rentrer dans la zone humide, en particulier au printemps. En particulier durant l'été, en tout cas quand il y a une élévation du niveau d'eau. C'est-à-dire qu'on a une déconnexion de ce type d'habitat, de ce type de secteur, et on a vraisemblablement une plus grande sensibilité à la dessiccation. Ça reste à approfondir, bien évidemment, mais moi je ne peux que plaider pour qu'il y ait une petite saignée en quelque sorte faite dans ce petit talus. Voilà, et actuellement, en fait, on peut considérer effectivement que l'habitat est plutôt favorable, puisqu'on a des individus malgré tout, malgré ces variations d'ordre climatique ou météorologique. Mais la question quand même qu'on peut se poser, c'est pour combien de temps? Parce que globalement, effectivement, on a une dessiccation estivale qui est nette. Alors, on a une progression aussi, une régression vraisemblablement de la roselière, en tout cas des roselières au profit de saules périphériques. Mais si on coupe les saules, ouais, très bien, mais ça va pas changer le problème. Que le problème, c'est la dessiccation. Dans une progression des saules, ça veut dire que le milieu est favorable pour les saules et moins pour les roseaux. Notamment, et donc du coup, c'est pas en coupant les saules qu'on va augmenter le niveau d'humidité. Donc il y a un problème plus global et qui risque d'être difficile à résoudre, surtout s'il est d'ordre climatique. Voilà, donc sur ces bonnes nouvelles, moi je vais vous laisser. Je répondrai bien volontiers à vos questions, et surtout je vais laisser la main à Benoît Vincent, qui lui va vous parler d'autres aspects, et notamment la place des mollusques au niveau de la société.